Bonjour à tous, on est toujours dans cette série de 3 vidéos et d'articles sur 3 semaines différentes. On a traité la semaine dernière de l'immigration et il y a 2 semaines de la justice. Là, on va parler d'économie. On va parler du programme d'Éric Zemmour sur l'économie. Donc déjà, définissons quelques termes. D'abord, qu'est-ce que le produit intérieur brut, PIB? Il s'agit de la richesse créée sur le territoire national pendant une période donnée. Ensuite, qu'est-ce que la parité de pouvoir d'achat? C'est le taux qui permet de convertir une monnaie dans une autre façon à ce que, après la conversion, elle ait le même pouvoir d'achat. Ensuite, qu'est-ce que le taux d'emploi? C'est la part de la population, ou d'un segment de la population, comme les gens en âge de travailler, en emploi. Donc pour résumer, c'est la part de population en emploi. Puis qu'est-ce que sont les prélèvements obligatoires? Ce sont les impôts et cotisations sociales prélevés par les administrations publiques et les institutions européennes. Enfin, qu'est-ce que la balance commerciale? Très important. C'est la différence entre la valeur des exportations et des importations de biens. Après avoir défini ces termes, passons aux propositions d'Éric Zemmour. D'abord, Zemmour propose un programme sur les entreprises et dans une première partie, il veut instaurer la compétitivité de nos entreprises. Pour commencer, Zemmour veut réduire les impôts de production de 30 milliards d'euros supplémentaires et baisser le taux d'impôt sur les sociétés à 15% pour les petites entreprises, les artisans, les commerçants et les agriculteurs. Enfin, il veut simplifier les démarches administratives pour les entrepreneurs. Dans une deuxième partie, Zemmour veut refaire de la France une grande puissance industrielle. Pour cela, il veut créer des zones franches industrielles dans les régions durement touchées par la désindustrialisation, comme le Grand Est par exemple, et créer un grand fonds souverain alimenté par les fonds du livret A pour investir dans nos entreprises. Enfin, il veut protéger nos entreprises en élargissant le contrôle des investissements étrangers à tous les secteurs. Dans la troisième partie, Zemmour veut favoriser la production française. Pour ça, il veut mettre fin aux droits de donation et de succession pour la transmission d'entreprises familiales et obliger la commande publique à privilégier les produits français. Enfin, il souhaite mettre en place un Patri-score pour indiquer clairement aux consommateurs la provenance française d'un produit. Ensuite, Éric Zemmour engage également un programme pour le pouvoir d'achat des Français. Dans une première partie, il veut soutenir les travailleurs. Soutenir les travailleurs en augmentant le salaire net des travailleurs modestes jusqu'à plus de 100 euros par mois pour un travailleur au SMIC, grâce à la baisse des impôts sociaux. Ensuite, il veut défiscaliser complètement la prime participation, environ 1500 euros par an, pour les salariés et les employeurs, et la rendre obligatoire dans les entreprises de plus de 11 salariés. Zemmour veut faire rembourser par les entreprises 50% des frais de carburant de leurs salariés pour leur trajet domicile-travail et exonérer totalement d'impôts et de charges sociales les heures supplémentaires. Dans sa deuxième partie, Zemmour veut mettre fin à la redevance audiovisuelle en supprimant la redevance audiovisuelle, 138 euros par an par foyer, grâce à la privatisation des principales chaînes de l'audiovisuel public. Dans la troisième partie, Zemmour souhaite soutenir les familles et encourager la natalité. Pour cela, il veut revenir à l'universalité des allocations familiales, qui ne doivent plus être versées sous conditions de ressources, et doubler le plafond du quotient familial. Maintenant que ces propositions sont établies, passons au constat pour comprendre les propositions d'Éric Zemmour. La France est en plein déclin économique depuis des années. Ce déclin se manifeste de plusieurs manières. D'abord, la France était 10e dans le développement humain en 1980. En 2019, la France était 26e. Ce qui signifie que, dans le classement mondial du développement humain, nous sommes passés de 10e à 26e en 39 ans, soit une perte de 16 places. Cette perte de place a été observée chez les États-Unis, l'Italie ou le Japon, mais en moins fort, et cela a profité à certains pays comme le Royaume-Uni, Singapour et l'Allemagne. La Norvège et la Suisse, les deux champions, restent stables. On voit ce déclin également par le PIB par habitant. En 1980, on avait une différence de PIB par habitant avec l'Allemagne de moins 2%. En 2020, elle était à moins 12%. Preuve que l'on produit moins de richesses sur notre sol national.
Pour se consoler, on peut tout de même dire que nous avons un PIB par travailleur plus élevé de 5% par rapport à l'Allemagne. Mais ce n'est pas assez, et le taux d'emploi nous rappelle à la raison. En effet, le taux d'emploi en France est à 66% contre 80% en Suisse, 71% aux États-Unis et 77% en Allemagne. Toujours dans le taux d'emploi, on voit que le taux d'emploi d'étrangers extra-européens est faible puisqu'il est à 45%. Alors que les Français, comme on l'a dit, on est à 65% et pour les étrangers intra-européens, on est à 66%. Finalement, le PIB par habitant nous montre bien que l'on produit moins de richesses sur notre sol et que l'on dépend des importations. Le taux d'emploi, lui, nous montre d'abord que le manque de production de richesses se caractérise par le taux d'emploi faible. Et le taux d'emploi faible des étrangers extra-européens nous montre bien qu'il y a un problème avec ces derniers, puisqu'on voit que les étrangers intra-européens, eux, travaillent même plus que les Français au niveau du taux d'emploi. Et on peut en conclure qu'ils viennent plus pour l'assistanat français que pour travailler. Une différence de mentalité entre les étrangers extra-européens et intra-européens à noter. Une autre preuve du déclin économique français, notre représentation des exportations dans le monde. La France comptait en 1970, les exportations françaises représentaient 6% des exportations mondiales, alors que la Chine était à 1% et que le Royaume-Uni était à 7% et les États-Unis à 16%. Cependant, en 2019, la France tombe à 3% des exportations mondiales, avec une diminution progressive puisqu'en 2000 on était à 5%. Cette baisse est due à la désindustrialisation et à la baisse du PIB. Cela profite à la Chine qui monte à 11% en 2019, tandis que le Royaume-Uni descend à 4% et les États-Unis à 10%. De plus, le déficit commercial français ne fait que baisser en flèche, passant de moins 3 milliards d'euros en 2003 à 66 milliards d'euros en 2020. Ce déficit pourrait être lié à la désindustrialisation, puisqu'on voit que les industries ne représentent que 18% du PIB, et cela nous amène à moins 1% du PIB dans la balance de biens et de services. Cela peut s'expliquer par le manque de compétitivité de nos entreprises, qui, en part de profit dans la valeur ajoutée, se situent en dessous du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la zone euro et de l'Italie, et de loin depuis 2003 à aujourd'hui. D'autant plus que les impôts sont parmi les plus élevés d'Europe avec un prélèvement obligatoire chiffré à 47% en 2019, alors que l'Italie est à 43%, l'Allemagne à 42%, 40% pour l'Union Européenne, 36% en Pologne, 35% au Royaume-Uni et 33% en Irlande. Les impôts sont élevés, mais les dépenses aussi. En effet, les dépenses publiques sont les plus élevées de l'Union Européenne. En 2019, la France était à 56% du PIB de dépenses publiques, alors que l'Italie est à 49%, la zone euro à 47%, 46% pour la moyenne de l'Union Européenne, 45% en Allemagne et 41% au Royaume-Uni. De plus, la France dépense plus que la moyenne européenne dans tous les domaines, sauf un, comme on l'a déjà dit, la sécurité et la justice. Le total français s'élève à 55,6% du PIB en 2020 contre 47,0% pour la moyenne des pays de la zone euro. Pour prendre les deux opposés en exemple, dans la sécurité et la justice, la France dépense 1,6% du PIB contre 1,7% pour la moyenne des pays de la zone euro. A l'inverse, pour la protection sociale, la France dépense 23,9% du PIB contre 19,7% pour la moyenne des pays de la zone euro. Preuve que la France dépense plus dans l'assistanat que dans la sécurité et la justice. Enfin, la dette publique française n'a cessé d'augmenter. On constate cela notamment depuis 2008. Faisons quelques comparatifs. En France, en 2008, la dette publique s'est levée à 70% du PIB. En 2020, elle était à 118% du PIB. Une forte augmentation de 48% en 12 ans, une des plus élevées. L'Allemagne, elle, a vu une augmentation de 19% en 12 ans. L'Union Européenne en moyenne 40%, la zone euro de 30%, et l'Italie a l'augmentation la plus élevée, puisqu'elle monte à 50% en 12 ans. Ces dettes s'expliquent certainement au vu de la crise économique de 2008, puis de la situation liée au Covid-19, puisqu'on l'a vu, l'Italie
a l'augmentation la plus élevée, mais aussi a été durement touché, mais comme les autres pays également. Merci d'avoir regardé cette série de vidéos, d'avoir lu ce texte. Ce fut un travail acharné pour l'équipe, pour vous proposer cela. Alors nous espérons que vos retours seront positifs et que vous partagerez ça avec du monde. Moi je vous dis portez-vous bien, au revoir, c'était le Média Patriote.